Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, coprésident du parti de gauche et député européen. Monsieur Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous étiez jeudi après-midi à Montpellier pour soutenir les entreprises en difficulté et pour organiser un meeting le soir même. Alors, je voulais vous montrer l'affiche qui est sur le blog du parti de gauche sur votre meeting. On voit que le slogan, c'est « Prenez le pouvoir ». Et il y a une dizaine de jours, sur ce même blog, quand j'ai commencé à préparer l'émission, le slogan n'était pas celui-là, c'était « On ne lâche rien ». On ne lâche rien il y a 10 jours, prenez le pouvoir aujourd'hui. Vous avez enclenché la vitesse ? Oui, un petit peu, on peut dire que c'est un peu la même chose. On ne lâche rien, ça veut dire qu'on ne renonce à rien de ce qui a fait le contenu de la campagne présidentielle, au cours de laquelle on peut dire que tous les Français ont pu savoir ce que j'avais à dire, au nom du Front de gauche. Et puis, prenez le pouvoir, oui, ça renvoie davantage à la situation que nous sommes en train de vivre, où les grandes organisations officielles de l'officialisme, l'UMP, le Parti Socialiste, se disputent entre elles et puis ils disent aux gens « Restez sages dans votre coin, on verra une autre fois ». Nous les appelons à intervenir. C'est pourquoi, par exemple, ils sont appelés à manifester le 5 mai pour la 6e République, contre la finance, contre l'austérité. Bon. Donc nous les appelons à se saisir de la situation, donc à prendre le pouvoir. De toute façon, vous savez, c'est ma doctrine. Hein. Quand il y a un problème, pour moi, la solution, c'est le peuple. Le peuple n'est pas le problème. Alors, par rapport à l'affaire Cahuzac, je voulais avoir votre réaction sur le choc de moralisation que François Hollande a dévoilé hier. Est-ce que ce choc, il vous a secoué ou pas ? Bon, c'est de bonnes intentions, je crois. Le président de la République, qui est totalement débordé par la situation, essaye de faire quelque chose. D'une façon, moi, qui m'a paru assez étrange, c'est au Premier ministre de venir faire ce genre de proposition qui est très législatif, hein, vous avez vu. Non, tout de suite, le président de la République. Donc on a plus que jamais l'impression que la 5e République se résume à une personne. Et précisément, c'est le problème, parce qu'à partir de là, il y a une déresponsabilisation générale. Alors après, quand on regarde le détail des propositions, bon... on fait tous un effort pour se dire « Tiens, c'est intéressant », mais la vérité, c'est que c'est une espèce d'attrape-nigaud. Pourquoi ? Il propose une haute autorité chargée d'enregistrer le patrimoine des élus et de le vérifier. Mais ça existe déjà. J'ai été ministre, j'ai donc pu la connaître. J'ai fait ma déclaration. En cours de route, on m'a demandé comment ça se fait que j'avais des sous sur mon compte épargne. C'est pour vous dire qu'ils suivent. Et puis à la sortie, on vous reprend et on regarde. Donc ça existe déjà. Il propose un pôle financier de lutte, je ne sais pas quoi là. Bon, ça existe déjà. Il y a un pôle financier à Paris qui est le plus important, où il y a plusieurs parquetiers, plusieurs juges d'instruction. Donc rien de nouveau, quoi, en fait. Ben non. Alors, je veux bien faire comme tout le monde, on fait semblant de dire « Ah, c'est nouveau », mais ça ne tient pas 24 heures. Donc je crois que le président de la République a tort de miser sur les effets de communication. De mon côté, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est le système qu'il faut changer, c'est pas une affaire de personne. Regardez, je ne peux pas m'empêcher de sourire. On m'a accusé d'avoir dit, ce que je n'ai jamais fait, tous pourris. Je n'ai jamais dit ça. Je suis assez subtil pour comprendre que ça ne veut rien dire, tous pourris. Mais là, le président de la République, lui, il vient à la télévision et il dit « tous suspects ». Et c'est moi qui suis dans la situation de dire « mais enfin, c'est pas le sujet ». Le sujet, c'est le système qui produit une situation pareille. Des individus coupables, il y en aura toujours. Est-ce que François Hollande se figure qu'il va réussir à extirper le mensonge de la société ? Parce que qu'est-ce qui empêchera n'importe quel ministre de continuer comme l'a fait Cahuzac ? S'il est malhonnête, de faire une déclaration malhonnête. Alors justement, sur les déclarations de patrimoine, il y a le président de la région Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, qui a dit « Ah bah oui, moi je veux déclarer mon patrimoine, j'ai un âne catalan et des comptes à découvert à la fin du mois ». Est-ce que vous pensez qu'effectivement il faut le prendre sur le ton de la galéjade ou pas ? Ben non, parce que si on nous demande de le faire, c'est qu'on pense qu'il y a un intérêt à ça. Moi, je suis à l'aise sur le sujet, j'ai dû le déclarer je ne sais combien de fois. D'abord, notamment pendant la campagne présidentielle, et si vous aviez vu sur quel ton on m'a demandé, ça n'empêche pas que continue à se dire n'importe quelle bêtise sur les réseaux Internet, où régulièrement l'extrême droite raconte que je touche en même temps les indemnités d'un sénateur, d'un député, m'invente des retraites que je n'ai pas, car en effet, je pourrais avoir droit à des retraites pour mes activités avant d'être élu, je ne le prends pas parce que j'estime que j'ai assez et que je veux être solidaire. Mais ça n'empêche rien, c'est ça que je veux dire. Et puis après, ça devient un concours assez ridicule. Enfin, on ne va quand même pas rendre les gens responsables. Moi, je suis propriétaire de mon appartement. J'ai le droit d'être fourmi, si vous êtes vous cigale. Mais moi, j'ai le droit d'être fourmi. Alors, si Bourquin vient et dit « Eh ben moi, j'ai juste un âne », ben ça le regarde. Mais où va-t-on comme ça ? Est-ce que nous allons devoir faire le concours de celui d'entre nous qui est le plus gros plouc ? Alors, Jérôme Cahuzac, cette semaine, dans la Dépêche du Midi, a déclaré qu'il se demandait s'il allait ou pas revenir à l'Assemblée nationale. Vous avez un conseil à lui donner ?
Ce qui me frappe dans sa personnalité, comme dans celle de tous ces gens un peu bizarres, qui circulent entre les grandes fonctions de l'État et l'argent crapoteux. Ce type étrange qui est à la fois lié avec l'extrême droite et les proches de Madame Le Pen et les dirigeants du Parti Socialiste. C'est quand même un monde assez spécial. Hein. Ils ont bonne mine, hein, tous ces donneurs de leçons. Ce qui me frappe, c'est leur sentiment. On a l'impression qu'ils ne se sentent coupables de rien, que tout ça leur paraît naturel, et je crois que ça leur paraît naturel. Donc Jérôme Cahuzac vit dans un autre monde, le monde où par exemple vit le trésorier de campagne de François Hollande, qui dit « Ah mais avoir un compte dans un paradis fiscal, c'est pas un crime ». Mais si, c'est un crime, parce que dans le paradis fiscal, il y a l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution, l'argent volé au fisc. Donc on n'ouvre pas un compte dans un paradis fiscal sans être un criminel soi-même. Mais ces gens, non, n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Et le conseil, vous lui dites quoi? Non, mais je n'ai pas de conseil à lui donner, je le méprise de tout mon cœur. Je ne peux oublier le ton arrogant sur lequel il s'est adressé à moi dans cette émission où il mentait comme le menteur qu'il est. Je n'ai pas de conseil à lui donner. J'estime qu'il est indigne de représenter le peuple français. Voilà. Et s'il était si sûr de lui, eh bien il n'a qu'à démissionner et aller se présenter dans sa circonscription au renouvellement de son mandat. Et alors il verrait bien si les Français qui l'ont élu une première fois ont l'intention de le réélire. Il verrait bien que non. J'estime que c'est une attitude extrêmement provocatrice. Mais je vais vous dire pourquoi je crois qu'il se sent si fort. C'est qu'il commence déjà à jouer une petite musique que mon oreille exercée ne saurait ne pas entendre. Il a commencé à dire « Je me sens un peu seul à payer ». Alors, je pense que c'est un message subliminal qu'il envoie à tous ceux qui se sont fait mettre des cheveux payés au noir, comme l'a dit M. Morin. Et en quelque sorte, il va pratiquer ce que ces gens-là appellent la mouillette. Et je pense qu'il les menace. D'accord. Et quand il dit qu'il est obligé de changer de domicile tous les 2 jours, voire de dormir dans sa voiture, ça vous arrache des larmes de crocodile? Il y a des gens qui n'ont pas de domicile du tout, mais qui, eux, n'ont pas de compte en Suisse ni à Singapour. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de domicile, et en partie à cause de la politique qu'il a appliquée du temps où il était ministre du budget. Et lorsque les gens sont dans la rue, ils ne reçoivent pas d'assistance de travailleurs sociaux parce que leurs postes ont été supprimés du fait de la politique pourrie qu'a appliqué ce monsieur. Alors, je voudrais qu'on parle des entreprises de la région et d'une entreprise qui fait l'actualité depuis pas mal de mois. Il s'agit de Pilpa, que vous connaissez, qui est à Carcassonne. Oui, oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pilpa, c'est une entreprise qui fabrique des crèmes glacées, qui marche bien, qui a été rachetée il y a 1 an par un fonds d'investissement américain, lequel fonds, il y a 6 mois, a dit ben non. C'est pas assez compétitif, donc on ferme l'entreprise. Alors, avant d'en discuter tous les deux, je voudrais qu'on revoie le reportage qui avait été fait le 5 juillet dernier, au moment où les salariés ont appris que l'entreprise allait fermer. C'est un reportage de Jean-Pierre Laval et de Frédéric Guibal. Machine arrêtée et production stoppée en quelques minutes ce matin, les 127 salariés de l'usine de crème glacée Pilpa ont débrayé, quittant les ateliers à l'annonce de la fermeture du site de Carcassonne. Rassemblés devant les bureaux de la direction, les ouvriers expriment leur écœurement. On nous prend pour des pions, on est des numéros, tout simplement. Après avoir quand même fourni un effort considérable pendant des années, à chaque fois qu'on nous le demandait, et bien là maintenant ça fait très mal quoi. Créée sous forme coopérative en 1972, l'entreprise produisait 23 millions de litres de glace par an. Elle avait été revendue plusieurs fois avant d'être rachetée en 2011 par la multinationale R&R Ice Cream. Depuis que nous avons été vendus par Maison Boncolac à R&R, on avait bien le sentiment qu'on allait vers là. On sentait qu'ils nous prenaient les productions pour les envoyer dans les autres usines du groupe. Donc on le dénonçait et on voyait venir, mais pas aussi vite. Selon la direction, c'est la baisse des ventes de crème glacée en grande surface qui explique la fermeture de l'usine de Carcassonne. J'ai pris cette décision avec le président du groupe, compte tenu de la situation que nous connaissons, avec une baisse de chiffre d'affaires de plus de 14% depuis 3 ans et une évolution sur la même tendance en 2012. Les discussions autour du plan social doivent commencer la semaine prochaine. La direction proposerait 21 postes en reclassement, dont 13 dans l'usine polonaise du groupe. Alors, Monsieur Mélenchon, quand vous voyez cette entreprise-là, vous réagissez comment? D'abord, je comprends ce qui se passe. Le groupe qui a racheté Pilpa est un groupe qui a voulu prendre les licences
et prendre la marque et le carnet de commandes. C'est assez banal. Donc ils viennent, ils font des jolis sourires, ils prennent l'entreprise, et puis ensuite, une fois qu'ils l'ont dépouillé de tout, ils licencient le personnel et ils vendent le terrain et les murs où il se trouve qu'ils réalisent une plus-value immobilière souvent considérable. Donc c'est ça leur but. Le reste, ce sont des histoires. La baisse des ventes des glaces et tout ça, ce sont des histoires. Même si on pourrait faire remarquer à ces patrons que s'ils veulent que les gens achètent des glaces, il est bon que les parents aient des bons salaires. Parce que c'est à ce moment-là qu'on offre le plus facilement des glaces à ses enfants et à soi-même. Donc là, que faut-il faire? J'appelle à ce que les collectivités locales viennent aider dans une guerre de mouvement les travailleurs de l'entreprise. Comment peuvent-elles faire? J'espère qu'elles y ont pensé. Eh bien, il faut préempter l'achat du terrain et des murs. Car à ce moment-là, l'entreprise, les dirigeants anglo-saxons sont coincés. C'est pas le cas Ils ne pour peuvent l'instant. pas réaliser. Eh bien, j'invite les élus du Front de gauche, je suis sûr qu'ils y ont pensé et qu'ils sont en train de le faire, à intervenir dans leurs assemblées respectives, le conseil régional, le conseil général, pourquoi pas la municipalité, les municipalités autour, pour que cette manœuvre se mette en mouvement. Et ensuite, j'adjure Benoît Hamon, cette fois-ci, de se dépêcher. Parce que s'il ne dépose pas sa loi qui donne les moyens aux travailleurs de faire préemption du site, comment voulez-vous que les travailleurs de Pilpa, qui ont décidé de présenter un projet de coopérative, fassent valoir leur capacité à produire eux-mêmes? Et vous savez, c'est très intéressant. Combien d'années avons-nous entendu dire que les travailleurs vivaient dans le confort, l'irresponsabilité, blablabla, blablabla. Eh bien, les voilà qui disent, nous sommes prêts, nous, à prendre la direction de l'entreprise sous la forme d'une coopérative. Alors, le préfet a l'air plutôt frileux sur ce coup-là, en disant que c'est quand même un peu une utopie, les sociétés coopératives. Le préfet est prié de s'occuper des affaires qui concernent le préfet. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de porter des appréciations sur le niveau moral et intellectuel des travailleurs. Mais une coopérative ouvrière, est-ce que ça peut marcher facilement? Il faut quand même être formé pour ça. On ne se décrète pas chef d'entreprise. C'est toujours la même histoire. Les travailleurs sont trop bêtes, peut-être. Ils sont assez malins pour produire de la glace, mais ils ne sont peut-être pas assez... Mais pour qui nous prend-on? Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons des conseils, nous avons des avocats, nous avons des gestionnaires. Nous savons faire tout ça. Et il y a des coopératives qui réussissent brillamment dans notre pays. Remarquez plutôt la tendance qui est prise dans les entreprises aujourd'hui, où les travailleurs souvent disent nous allons nous en occuper. Ça a été le cas à Goodyear, c'est le cas aussi chez les Fralib. Et à chaque fois, ce sont des projets sérieux, stables. Et pourquoi les travailleurs ne seraient-ils pas capables de gérer l'entreprise? Qui la connaît mieux qu'eux? Non, si le préfet a l'air frileux, je lui conseille de se couvrir très vite et de faire ce qui est son devoir, l'intérêt général du pays. Vous, au pouvoir, vous faites comment pour empêcher ce type de comportement, de patron qui rachète une entreprise et puis qui ensuite la ferme très vite une fois qu'il a récupéré les licences? Il faut donner au comité... Alors, il y a bien des mesures. D'abord, il y en a une à prendre, c'est qu'il faut relancer la mécanique. Si vous voulez, là, on se dispute le fait que l'activité économique se contracte. Ça, c'est la politique d'austérité. Donc, il faut relancer cette affaire-là. Vous savez que cette thèse, au début, on m'a accusé de diviser la gauche, etc. Aujourd'hui, vous avez 3 ministres qui disent la même chose que moi. Donc déjà ça. Mais après, il faut donner des droits qui permettent aux travailleurs, mais là je reconnais qu'il peut y avoir une divergence, des droits aux travailleurs d'intervenir dans la gestion de l'entreprise. Et il y en a qui pensent que non, les travailleurs en sont incapables. Mais un comité d'entreprise doit avoir un droit de veto suspensif sur les grandes orientations qui concernent l'entreprise. Mais on me dit, oui, mais... En quelque sorte, les travailleurs géreraient sans tenir compte de toutes sortes de paramètres. Mais pourquoi? Les travailleurs sont les premiers à avoir besoin que leur entreprise se développe, qu'elle investisse. Et eux seront les premiers à dire, mettez l'argent plutôt dans l'investissement plutôt que dans les dividendes.